Dublin, Irlande, nuit du 24 au 25 octobre 2017, 23h06. Dans un appartement situé près de Gardiner Street, Anne Colomins, une Française, 37 ans, envoie un dernier message à l'homme qu'elle aime. Ils parlent de leur avenir, de son prochain voyage en Irlande. Ils ne savent pas que cette conversation est sur le point de s'interrompre à jamais. 6 minutes plus tard, un homme appelle son meilleur ami. Sa voix est méconnaissable. « Je crois que j'ai tué Anne, et maintenant je vais me tuer. » À 23h30, les gardaïs et les pompiers forcent la porte de l'appartement. Dans la chambre, ils découvrent 2 corps. Anne est morte, la gorge profondément tranchée. Son mari, lui, est encore vivant, un couteau planté dans la poitrine. Pour tout le monde, l'affaire semble déjà résolue. Un homicide suivi d'une tentative de suicide. La police ne recherche aucun suspect. Sauf que l'homme survit. Et lorsqu'il reprend connaissance, il raconte une histoire qui va bouleverser toute l'enquête. Selon lui, ce n'est pas lui qui a tué Anne. C'est Anne qui se serait infligé ses propres blessures. Pendant 4 ans, cette version va diviser enquêteurs, magistrats et jurés. Pourtant, la vérité est déjà là. Cachée dans un ordinateur, dans un historique de navigation, dans des messages Facebook, et dans quelques mots tapés seulement 2 heures avant le drame. Bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, on va prendre le temps de connaître Anne, pas la victime, la femme. Le temps de comprendre l'homme qu'elle a épousé. Le temps de suivre une enquête qui a nécessité 195 déclarations de témoins et des mois d'analyse technique. Et le temps de découvrir ensemble ce que les enquêteurs ont mis 4 ans à démontrer devant un tribunal. Une seule certitude, pour commencer. Dans cette chambre, il y avait 3 lames. 3. Et il faudra attendre très, très longtemps avant de comprendre pourquoi. Attachez vos ceintures. On y va. Commençons par le commencement, par elle. Parce que dans cette affaire, comme dans tant d'autres, on a énormément parlé de lui, de sa version, de sa défense, de son procès, et beaucoup trop peu d'elle. Anne Colomins naît en France, très probablement en 1980. Les archives judiciaires irlandaises ne conservent que son âge au moment de sa mort, 37 ans, en octobre 2017, ce qui situe sa naissance entre la fin de 1979 et l'automne 1980. La presse française de l'époque, elle, donne une indication précieuse. Anne est originaire de Charente-Maritime, cette bande de côte atlantique où le vent sent l'iode et le pain maritime. La Rochelle, Rochefort, les Marais, les huîtres de Marennes, les longues plages du littoral. Sa famille, on la connaît par leurs propres mots, prononcés bien plus tard dans une salle d'audience de Dublin. Sa mère s'appelle Danielle Gallard, son père Jean-Louis Colomine, et elle a une grande sœur, Alexandra. Anne est la petite dernière. « Ma petite sœur », dira Alexandra. Il y a aussi une nièce, Thaïs, qui se tiendra un jour adulte aux côtés de sa mère devant les marches d'un tribunal irlandais. Sur son enfance, sur son école, sur ses études, les comptes rendus d'audience sont muets. Un procès n'est pas une biographie, il retient ce qui sert à établir les faits, et le reste s'évapore. Alors, reconstruisons prudemment, à partir de ce que l'on sait de la femme qu'elle est devenue. Car ce que l'on sait, c'est ceci. À la fin des années 2000, Anne Colomins quitte la France. Elle part travailler à l'étranger. Elle atterrit en Irlande. Et elle entre chez PayPal, le géant américain du paiement en ligne, dont l'un des plus gros centres européens est installé à Dublin. Elle y travaille au sein du département de support aux entreprises. Et elle y monte. Elle grimpe. Au moment de sa mort, elle est Senior Team Leader, chef d'équipe expérimenté. Elle encadre. Elle décide. Elle a des gens sous sa responsabilité. Ça vous dit quelque chose sur elle? Ça devrait. Ça veut dire qu'à 37 ans, cette fille de Charente-Maritime parle un anglais professionnel impeccable dans un environnement corporate international. Ça veut dire qu'elle a été recrutée, évaluée, promue. Ça suppose des études supérieures, très vraisemblablement en langue, en commerce international, en gestion ou en communication. Le profil classique des Français que les multinationales de Dublin recrutaient par centaines dans ces années-là. Nous n'avons pas le nom de son université, et je ne vais pas vous en inventer un. Mais le parcours, lui, est lisible. Études,
départ, expatriation, réussite. Et il y a autre chose de lisible dans les témoignages, quelque chose de plus important que le CV. Écoutez ce que ses collègues et ses amis diront d'elle à la barre, 4 ans plus tard. Mélissa Courjat, qui travaille avec elle chez PayPal depuis 2015, la décrit comme chaleureuse, accueillante, facile à vivre. Elles sont devenues amies presque immédiatement. Saïd Lambatan, une autre collègue, devient son amie après un enterrement de vie de jeune fille en juin 2016. Parce que Anne, c'est le genre de femme avec qui on se lie en une soirée. Géraldine Mitane, elle, la connaît depuis 2011. Et sa sœur Alexandra, sur les marches du tribunal, résumera tout en une phrase. C'était une femme généreuse qui aimait les gens, toujours en train de sourire, toujours prête à aider tout le monde et aimée de tous. Retenez bien cet adjectif. Généreuse. Toujours prête à aider. Parce que dans cette affaire, la générosité d'Anne Colomins ne sera pas seulement une qualité, elle deviendra une arme, retournée contre elle. Il faut que vous imaginiez le Dublin de ces années-là. Nous sommes dans les années 2010. L'Irlande sort à peine du fracas de la crise financière et elle se relève avec une stratégie simple, la fiscalité. Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, eBay, PayPal, tous installent leurs quartiers généraux européens à Dublin. Et pour les faire tourner, il leur faut des Européens, des dizaines de milliers d'Européens. Il faut des francophones pour les clients français, des hispanophones pour l'Espagne, des lusophones pour le Portugal et le Brésil. Alors Dublin se remplit. Les Silicon Docks, ce quartier de verre et d'acier au bord de la Liffey, deviennent une petite tour de Babel. Et dans les open space, on entend autant de Français, d'Italiens, de Portugais et de Polonais que d'Anglais. C'est un monde très particulier, mes amis. Un monde de jeunes trentenaires arrachés à leur pays, qui vivent en colocation, qui font la fête le vendredi soir dans les pubs de Temple-Bar, qui rentrent chez eux à Noël et qui reviennent. Un monde où l'on se fabrique une famille de substitution, parce que la vraie est à 1000 kilomètres. Un monde où tout le monde est un peu déraciné et où pour cette raison précise, on se rapproche très vite. C'est dans ce monde-là qu'Anne Colomins construit sa vie. Un appartement à Dorset Square, un ensemble résidentiel discret sur Gardiner Street Upper, Dublin. Pas les quartiers chics du sud. Le nord de la ville, populaire, vivant, à 10 minutes à pied de O'Connell Street, un duplex avec les chambres à l'étage. Elle a un bon salaire, un titre, une équipe, des amis, un pays d'adoption. Et en 2011, dans cette ville pleine de gens venus d'ailleurs, elle rencontre un homme venu d'ailleurs. Il s'appelle Renato Guelen. Il est brésilien. Qui est cet homme? C'est une question plus difficile qu'il n'y paraît, parce que Renato Guelen est, sur le papier, l'un des hommes les plus ordinaires de cette histoire. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire glaçante. Commençons par les faits. Il est brésilien. Les âges donnés par la presse irlandaise varient légèrement d'une audience à l'autre. 35 ans en octobre 2017, 39 au moment de son procès en septembre 2021, 40 lors de son appel en février 2023, ce qui situe sa naissance quelque part en 1982. Le Brésil est un pays immense. Le nom Guelen y trahit une ascendance germanique, très fréquente dans le sud du pays, dans ces États du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina, où des vagues entières d'immigrants allemands se sont installés au XIXe siècle. Ce n'est pas une certitude judiciaire, c'est une piste onomastique, et je vous la donne comme telle. Ce que l'on sait avec certitude, en revanche, c'est son métier. Renato Guelen est un informaticien. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'IT. Un manager le confirmera à la barre. Ce n'est pas un marginal, ce n'est pas un précaire. C'est un technicien qualifié, comme des milliers d'autres, qui a fait ce que font des milliers de Brésiliens diplômés. Il est parti chercher mieux ailleurs. Et ailleurs, dans les années 2010, ça voulait dire Dublin. L'Irlande était l'une des portes d'entrée les plus accessibles de l'Union européenne pour un Brésilien. Visas étudiants relativement simples, permis de travail dans la tech, une immense communauté brésilienne déjà installée. Ils étaient des dizaines de milliers. Ils avaient leurs restaurants, leurs églises, leurs équipes de foot du dimanche, leur groupe Facebook. Et voilà. 2 exilés, une Française de Charente-Maritime, un Brésilien du bout du monde, tous les 2 à Dublin, tous les 2 loin de chez eux, tous les 2 en train de se réinventer. Ils se rencontrent en 2011. Comment, où? Nous ne le savons pas précisément.
Aucun témoin n'a raconté la scène à la barre, mais on peut circonscrire le champ des possibles. Le Dublin de 2011 pour deux expatriés trentenaires, c'est un pub, une soirée de collègues, un cours d'anglais, une appli naissante, un ami commun. Ce qui est établi, c'est le calendrier. 2011. La rencontre. Janvier 2012, Géraldine Mittan, l'amie d'Anne, rencontre Renato pour la première fois. Et son verdict à l'époque, vous allez adorer, parce qu'il est terrifiant de banalité. Elle dira à la barre, c'était un type normal, un gars normal. Elle devient même son amie à lui. Elle l'apprécie. Un type normal, mes amis. Souvenez-vous de ça. Dans 90% des affaires de féminicide que je vous raconte sur cette chaîne, le voisin, le collègue, l'ami dit exactement la même chose. C'était un type normal. En octobre 2012, Anne Colomins et Renato Guelen se marient à Dublin. Une cérémonie civile. Pas de cathédrale, pas de grande messe. Un mariage d'expatriés, simple, avec les amis qu'on s'est fait sur place. Géraldine Mittan est témoin. Elle est là. Elle signe. Elle les félicite. Anne a 32 ans. Renato en a 30. Ils ont un appartement, 2 salaires, 2 passeports et toute l'Europe devant eux. 5 ans plus tard, jour pour jour à quelques semaines près, l'un des deux sera mort. Je veux être honnête avec vous parce que c'est important pour comprendre la suite. Il n'y a dans tout le dossier aucune trace de violence conjugale avant 2017. Aucune. Pas de plainte. Pas d'appel à la police. Pas d'ordonnance de protection. Pas de bleu dont une amie se souviendrait. Pas de menace dont une collègue aurait été témoin. À la fin du procès, un inspecteur-chef de la Garda, Aidan Flanagan, le confirmera formellement à la cour. Renato Guelen n'avait aucun antécédent judiciaire et il n'était absolument pas connu des services de police irlandais avant ce soir d'octobre. Rien. Zéro. Un casier vierge. Alors, pendant 4 ou 5 ans, à quoi ressemble ce mariage? À un mariage. 2 salaires, un duplex à Dorset Square, des vacances, des amis, des barbecues sous la pluie irlandaise, des retours en France l'été et au Brésil quand on peut se le permettre. 2 carrières qui avancent, 2 vies qui s'emboîtent. Et un projet. Un projet immense dont Anne parle à ses amis tout le temps. Elle veut un enfant. Ced Lambatan le dira très clairement à la barre. Elles en parlaient souvent, Anne et elle. C'était le sujet. Le désir d'être mère. Le projet qui donne un sens à tout le reste, au duplex, au salaire, à l'expatriation. On ne construit pas une vie à Dublin pour un canapé et un abonnement à la salle de sport. On la construit pour quelque chose. Et puis arrive 2017. En 2017, Anne Colomins apprend une nouvelle qui va tout fracasser. Il va être difficile pour elle de tomber enceinte. Vous savez, on parle beaucoup, dans le true crime, des mobiles spectaculaires. L'argent, l'assurance vie, la jalousie, la drogue. Mais les vrais points de rupture dans la vie réelle sont souvent d'une intimité insoutenable. Un diagnostic, une salle d'attente, un médecin qui choisit ses mots. Et cette phrase, la pire de toutes, ça va être compliqué. Son ami Saïd décrira son état sans détour. Anne était abattue, déprimée. Le mot est là, dans le compte rendu d'audience, down and depressed. Mais Anne Colomins n'est pas une femme qui s'effondre. Elle décide de se battre. Elle décide de se faire opérer pour traiter le problème. Et c'est exactement à ce moment-là, au moment où elle a le plus besoin d'un mari, que quelque chose se déchire dans cet appartement de Dorset Square. Juillet 2017, Anne se confie à son ami Saïd Lambatan, et ce qu'elle lui dit est une phrase que, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous avez déjà entendue dans une dizaine d'affaires. Une phrase minuscule, une phrase qui, prise isolément, ne déclencherait l'alarme de personne. Anne dit que Renato la blâme, qu'il lui reproche de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Laissez ça descendre un instant. Sa femme vient d'apprendre qu'elle a un problème de fertilité. Elle est effondrée. Elle s'apprête à passer sur une table d'opération, et son mari, lui, trouve le moyen d'en faire une faute. Sa faute. Géraldine Mittan, l'amie de 2011, celle qui trouvait Renato normal, confirmera exactement la même chose sous serment. Anne lui a dit que Renato lui reprochait de ne pas avoir essayé plus tôt d'avoir un bébé. Plus tôt, comme si elle avait perdu du temps, comme si elle lui avait volé quelque chose. Et Géraldine ajoutera une observation qui, à mes yeux, est le cœur médico-légal de cette histoire. Elle dira qu'en 2017,
Anne était devenue très triste, qu'elle avait le sentiment de ne pas recevoir de son mari le soutien dont elle avait besoin. Et surtout, elle rapportera les mots exacts d'Anne sur Renato. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait rencontré. Il était pessimiste la plupart du temps. Négatif. Pessimiste. Négatif. Un homme qui s'assombrit. Un homme qui aspire l'oxygène de la pièce. Un homme qui transforme la douleur de sa femme en accusation contre elle. Ce n'est pas encore un crime, mes amis. Ce n'est même pas encore de la violence, au sens où un tribunal l'entendrait. C'est plus insidieux que ça. C'est une atmosphère. C'est le moment où une femme regarde l'homme qu'elle a épousé et ne le reconnaît plus. Et c'est le moment où elle commence à penser à partir. Géraldine le dira encore. Anne envisageait le divorce. Ces mots, tels que rapportés à la barre, étaient simples et bouleversants. Elle voulait penser à elle, à son bien-être, et avoir un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors posons la question que tout le monde s'est posée, à Dublin comme en France, dans les jours qui ont suivi sa mort. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 5 ans de mariage, après des années à encaisser, Anne Colomines décide-t-elle précisément à l'été 2017 que c'est fini? À l'époque, la réponse paraissait évidente. L'infertilité, les reproches, l'homme devenu sombre, le poids accumulé. Ça suffit largement pour quitter quelqu'un, non? Oui, ça suffit largement. Mais ce n'était pas toute la réponse. Il manquait une pièce. Une pièce que les enquêteurs de la Garda ne trouveront pas dans l'appartement de Dorset Square, ni sur la scène de crime, ni dans les déclarations recueillies dans les premières heures. Une pièce enfermée dans une puce électronique et qu'il faudra des semaines de travail technique pour extraire. Pour l'instant, retenez seulement ceci. À partir de juillet 2017, Anne Colomines commence à faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle rentre en France. Beaucoup. Bien plus qu'avant. Juillet 2017. Anne Colomines rentre en France pour des vacances. Ce n'est pas un événement en soi. Une expatriée qui rentre chez elle l'été, il n'y a rien de plus banal. Sa famille est là. Ses amis d'enfance sont là. Sauf que quelque chose change à partir de ce voyage-là. Et personne, à l'époque, ne le lit correctement. Mélissa Courjat, la collègue de PayPal, remarque simplement qu'Anne revient différente. Plus légère, plus décidée. Et c'est là qu'Anne lui confie sa formulation la plus déchirante. Elle lui dit qu'elle veut divorcer pour enfin avoir sa propre vie. Enfin, avoir sa propre vie. Une femme de 37 ans, chef d'équipe chez PayPal, expatriée, autonome financièrement, et qui dit à une collègue qu'elle voudrait enfin avoir sa propre vie. Ce mot-là, enfin, c'est un aveu. C'est la trace d'années passées dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais, et je veux que vous fassiez très attention ici, Anne ajoute aussitôt autre chose. Elle dit qu'elle ne veut pas faire de mal à son mari. Elle ne veut pas le blesser. Retenez cette phrase. Elle va se répéter sous différentes formes jusqu'au dernier jour de sa vie, et elle va lui coûter très cher. Maintenant, suivez le calendrier. Suivez-le vraiment, parce que tout se joue en 7 semaines, et parce que ce calendrier, à lui seul, contient déjà la réponse à une question que personne ne posait encore. 6 septembre 2017. Anne sort de l'hôpital après son opération, une intervention destinée à lui permettre d'avoir un enfant. Et le jour même, mes amis, elle sort d'une opération et elle prend un avion. Elle part pour la France. Vous vous dites, c'est fou. Non, c'est un signal. Une femme qui, à peine recousue, quitte son domicile conjugal pour aller ailleurs, ce n'est pas une femme en vacances, c'est une femme qui a besoin d'air, ou une femme qui a besoin de quelque chose, ou de quelqu'un. 3 octobre 2017. Anne annonce à son ami Saïd qu'elle a franchi le pas. Elle a dit à son mari qu'elle voulait divorcer. C'est fait, c'est dit. La phrase a été prononcée dans l'appartement de Dorset Square. Un ami de Renato, de son côté, situera cette annonce à la toute fin du mois de septembre. Les deux versions concordent à quelques jours près. 6 octobre 2017. 3 jours seulement après avoir annoncé le divorce à son mari, Anne reprend l'avion. Direction La Rochelle. 3 jours, mes amis. 3. Et un 3e voyage en France en 4 mois. Officiellement, elle va y retrouver une amie. Officiellement. Vous commencez à sentir qu'il manque quelque chose dans cette histoire, n'est-ce pas? Les enquêteurs de la Garda, eux, ne le sentiront pas tout de suite. Il leur faudra des semaines. Mais quand ils le trouveront, ce sera le pivot de tout le dossier. Pour l'instant, revenons à Dublin. Parce qu'en rentrant de La Rochelle,
Anne Colomins a un plan précis. Elle veut que Renato quitte l'appartement. Mais encore une fois, écoutez ce qu'elle dit à Saïd. Elle veut qu'il déménage, oui, mais elle ne veut pas le jeter à la rue. Et ce n'est pas de la rhétorique. Anne Colomins passe à l'acte. Voici, mes amis, la partie de cette affaire qui m'a le plus retourné. Anne Colomins ne se contente pas de vouloir divorcer proprement. Elle organise le divorce de son mari, pour lui. Premier acte, le travail. En 2017, Renato Guelen a besoin d'un emploi. Anne va donc voir James Plassic, manager chez Sodexo, l'entreprise française de restauration collective et de services qui gère la cantine et le nettoyage du site PayPal à Dublin. Elle lui demande s'il peut trouver un poste pour son mari. Il en trouve un. Renato Guelen est embauché en 2017 comme assistant de restauration, poste d'entrée. Et James Plassic remarquera tout de suite quelque chose. Cet homme n'a aucune expérience en restauration. Il vient de l'informatique. Il descend de plusieurs échelons. Mais il fait le job, et bien. Renato Guelen est décrit par son employeur comme un salarié exemplaire, poli, apprécié et toujours souriant. Mais derrière cette image, sa situation personnelle se dégrade. Son droit de rester en Irlande dépend en partie de son mariage avec Anne. Un divorce représente donc aussi un risque pour son avenir dans le pays. Malgré leur séparation, Anne cherche pourtant à l'aider. Elle rassemble des documents pour faciliter le renouvellement de son visa et lui trouve même un emploi, afin qu'il puisse rester en Irlande après leur divorce. Elle ne veut pas lui nuire, seulement reconstruire sa vie. Pour l'accusation, c'est justement cette rupture que Renato ne supporte pas. Il se sent humilié, perd le contrôle de son mariage et voit son avenir s'effondrer. Durant les semaines précédant le drame, Renato est en arrêt de travail pour stress et passe ses journées seul à l'appartement. Pendant ce temps, les activités enregistrées sur son ordinateur laisseront une trace précieuse pour les enquêteurs. Son meilleur ami témoignera également qu'il était obsédé par l'idée de sauver son mariage, alors qu'Anne avait déjà pris la décision de tourner définitivement la page. Le 23 octobre 2017, cette situation atteint son point de rupture. Anne Colomins rentre en Irlande le lundi 23 octobre 2017, après un court séjour en France. Et devinez qui vient la chercher à l'aéroport de Dublin? Lui. Le procureur Shane Costello l'a raconté aux jurés dès son discours d'ouverture. Anne est revenue le 23 octobre et Renato Guelen est allé la récupérer à l'aéroport. Prenez 30 secondes pour visualiser ce trajet. Une voiture ou un bus. Une quarantaine de minutes entre l'aéroport de Dublin et Gardiner Street. Elle rentre d'un séjour en France dont il ignore, ou dont il croit ignorer, la véritable raison. Elle, de son côté, ne sait pas encore ce qu'il a fait pendant son absence. Elle ne l'apprendra que le lendemain. Et pendant tout ce trajet, il essaie sans doute encore, il tente de parler. Il cherche un signe, une ouverture, un peut-être. Il n'y en a pas. Le procureur résumera. Guelen a compris qu'Anne voulait toujours divorcer. Et cela, dira-t-il, c'était quelque chose dont il n'était absolument pas satisfait. C'est là, mes amis, que le compte à rebours se déclenche vraiment. Pas dans un accès de fureur soudain, pas dans un coup de folie. Non, dans une voiture sur l'autoroute M1, entre un aéroport et un appartement, quand un homme comprend enfin que c'est fini et que ce n'est pas lui qui décidera de la fin. Mardi 24 octobre 2017. Fin octobre en Irlande, il fait nuit avant 18 heures. À la cantine, cette même cantine où son mari a travaillé quelques semaines plus tôt, Anne croise Melissa Courja. C'est la dernière conversation connue d'Anne Colomins avec une amie. Elle lui dit que sa relation avec Renato n'est pas géniale. Puis elle lui apprend quelque chose de bien plus alarmant. Son mari a contacté quelqu'un, en France, un homme, pour lui ordonner de ne plus jamais s'approcher de sa femme. Qui est cet homme? Nous n'y sommes pas encore. Patience. Les deux femmes se demandent comment. Comment Renato a-t-il découvert son existence? Comment a-t-il obtenu son contact? Elle pose la bonne question, mais comme une curiosité technique. Elle ne pose pas l'autre, la vitale. Anne, si ton mari surveille tes communications et menace tes proches, es-tu en sécurité dans cet appartement ce soir? Personne ne pense comme ça dans la vraie vie. Jamais. Et c'est exactement ça la leçon de cette affaire. Anne le dira aussi à Saïd Lambatan le même jour. 2 amis, en une journée. Elle n'appelle pas la police. Elle ne dort pas ailleurs.
Elle rentre chez elle. Parce que c'est chez elle. Ce soir-là, Renato ne reste pas à l'appartement. Il sort dans un bar avec un ami qui témoignera. Renato était très bouleversé, profondément accablé à l'idée que son mariage allait se terminer. Puis il rentre et il ouvre Facebook Messenger. Il écrit à Ralph Commendador. Et ce message est la pièce à conviction la plus dévastatrice du dossier parce qu'il est horodaté, écrit environ 2 heures avant la mort d'Anne Colomins. Toujours la même merde, mec. Elle ne parle pas. Froide, elle m'évite. Putain, j'ai vraiment envie de planter. 2 heures. 2 heures, avant qu'une femme reçoive 4 coups de couteau au torse et une entaille de 22 cm à la gorge, son mari écrit qu'il a envie de planter. Commendador s'inquiète immédiatement. Il essaie de joindre Renato. Il appelle, il rappelle. Pas de réponse. Il faut visualiser cet appartement. En bas, le séjour, la cuisine, c'est là que se trouvent les couteaux. En haut, les chambres. Et c'est là qu'est Anne. Elle est montée, elle s'est isolée. Une femme qui, chez elle, monte à l'étage plutôt que de partager la soirée avec son conjoint, ce n'est pas une femme qui fait la tête. C'est une femme qui se met à distance. Et toute la soirée, son téléphone reste allumé. Il vibre, il s'éteint, il se rallume, pendant des heures. Renato, lui, est en bas. Il rentre du bar, il vient d'écrire qu'il a envie de planter. Il essaie de parler à sa femme. Elle ne veut pas parler. Alors il monte. Et il la trouve dans sa chambre, avec son téléphone à la main, en train d'écrire à quelqu'un. 23h06. Le téléphone d'Anne Colomins enregistre un dernier message sortant, puis plus rien. Ce qui s'est passé ensuite, personne d'autre que Renato Guelen ne le sait. Mais il existe une donnée qui n'apparaîtra dans le dossier public qu'en 2023, devant la cour d'appel, et par la bouche de son propre avocat. L'altercation a duré 11 minutes. 11 minutes, c'est long. C'est très long quand on est enfermé dans une pièce avec quelqu'un qui a une lame. Et c'est largement le temps de descendre un escalier et de sortir par la porte d'entrée. 23h12. Ralph Commendador obtient enfin son ami au téléphone. Et Renato Guelen lui dit « Désolé, j'ai tué Anne et maintenant je vais me tuer. » Puis il éteint son téléphone. Pas d'appel au secours. Rien. Et c'est Commendador, un ami, un civil, quelqu'un qui n'était même pas là, qui va alerter les secours. Aux environs de 23h30, Gardaï et pompiers forcent la porte. Dans la chambre du haut, les 2 corps côte à côte sur le sol. Anne Colomins ne présente aucun signe de vie. Renato Guelen, un couteau planté dans le torse, respire encore. Il est évacué en urgence au Mater Hospital. Le lendemain, les techniciens en identification criminelle fouillent l'appartement. La garda Karen McCarthy trouve, sur le sol de la chambre, tout près du corps d'Anne, une lame de cutter Stanley. La garda Eileen Donnelly en trouve une autre, au pied du lit, dissimulée sous un plaid, un couteau à manche rouge, caché. Et la 3e lame, vous la connaissez? Le couteau de cuisine à manche jaune qui dépassait de la poitrine de Renato Guelen. 3 lames, 2 récits incompatibles. Version Guelen. Sa femme s'est infligée elle-même toutes ses blessures et lui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Version de l'État irlandais. C'est lui qui a utilisé les lames sur elle, puis sur lui-même. Et le seul témoin est inconscient en soins intensifs. En France, la nouvelle tombe dans la presse. Et en Charente-Maritime, un téléphone sonne chez Daniel Gallard. Le 26 octobre 2017, Renato Guelen reprend connaissance à l'hôpital. Lorsque le détective Ken Hoare lui annonce la mort d'Anne Colomines, sa réaction intrigue immédiatement les enquêteurs. Aucune surprise, seulement l'attitude d'un homme qui semblait déjà connaître la vérité. Le lendemain, Renato demande lui-même à parler à la police. Il évoque une dispute au sujet d'un autre homme, affirme qu'Anne s'est poignardée après une altercation, puis déclare « 50-50, la faute est des 2 côtés ». Une phrase qui paraît difficilement compatible avec le récit d'un suicide. L'enquête, qui mobilise 195 témoignages, prend un tournant décisif grâce aux preuves numériques. Les enquêteurs découvrent qu'Anne entretenait depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec un compagnon français, un ami de longue date rencontré de nouveau lors d'un voyage en France à l'été 2017. Les 2 amoureux prévoyaient de refaire leur vie ensemble en Irlande après son divorce. Le soir de sa mort, ils échangent 296 messages, se répétant qu'ils s'aiment
et organisant son futur déménagement en Irlande. À 23h06, Anne lui envoie son dernier message. 24 minutes plus tard, les secours découvrent son corps. L'analyse de l'ordinateur de Renato révèle ensuite qu'il connaissait l'existence de ce compagnon français. Quelques jours avant le drame, il avait consulté son profil Facebook, cherché à vérifier si Anne utilisait Tinder et envoyé plusieurs messages menaçants à son rival, lui ordonnant de rester loin d'elle et écrivant notamment « Quelqu'un peut être blessé, et ce n'est pas forcément elle ». Ces découvertes donnent aux enquêteurs un mobile clair, contredisent sa version des faits et constituent des preuves essentielles au moment où les détectives s'apprêtent à l'interroger. Le 10 novembre 2017, Renato Guelen est interrogé au poste de Mountjoy. Il affirme qu'une dispute a éclaté après qu'il eut demandé à Anne si elle voyait un autre homme. Selon lui, elle se serait mutilée avec un cutter avant qu'il ne remonte dans leur chambre. Là, il reconnaît avoir fouillé son ordinateur pour découvrir avec qui elle échangeait. Il raconte ensuite qu'Anne aurait saisi un couteau, qu'une lutte aurait éclaté et qu'elle se serait finalement infligé elle-même les blessures mortelles. Après sa mort, il dit s'être automutilé avant de perdre connaissance. Une version détaillée, mais qui va rapidement s'effondrer face aux preuves médico-légales. L'autopsie réalisée par la docteure Linda Mulligan révèle qu'Anne a reçu 4 coups de couteau, dont une blessure de 20 cm traversant le cœur, ainsi qu'une profonde entaille de 22 cm au cou. Surtout, elle présente 6 blessures de défense sur les mains, caractéristiques d'une personne qui tente de repousser une attaque au couteau. Pour la médecin légiste, il est hautement improbable qu'Anne se soit infligée elle-même ces blessures. Si la défense obtient qu'un suicide ne puisse être exclu de manière absolument certaine, les éléments scientifiques rendent cette hypothèse extrêmement peu crédible. Inculpé le 13 novembre 2017, Renato Guelen ne sera jugé qu'en septembre 2021, après plusieurs années de procédure et les retards liés à la pandémie. Au procès, l'accusation démonte méthodiquement la thèse du suicide en s'appuyant sur les constatations médico-légales, les recherches de Renato sur le compagnon français d'Anne, ses messages menaçants et le mobile lié à la séparation. Même son meilleur ami confirme des éléments défavorables à sa défense. Après seulement 2 heures et 30 minutes de délibération, le jury le reconnaît coupable de meurtre à l'unanimité. Lorsque le verdict tombe, Renato Guelen reste presque impassible. Le 22 octobre 2021, près de 4 ans après les faits, Renato Guelen est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, peine obligatoire pour meurtre en Irlande. Avant le prononcé de la sentence, la famille d'Anne Colomins livre des témoignages bouleversants. Sa mère demande pardon à sa fille de n'avoir pas pu la protéger. Son père évoque le vide laissé par son absence. Sa sœur Alexandra raconte la douleur de devoir reconnaître son corps, choisir son cercueil et récupérer ses effets personnels, avant de rappeler qu'Anne aimait profondément la vie et avait encore tout son avenir devant elle. Le juge qualifie le meurtre de terrifiant et horrible et souligne que Renato a aggravé leur souffrance en accusant Anne de s'être donné la mort. À la sortie du tribunal, Alexandra adresse un message aux femmes victimes de relations contrôlantes. N'ayez pas peur de parler et de demander de l'aide. L'affaire ne s'arrête pourtant pas là. En février 2023, Renato Guelen fait appel de sa condamnation. Mais cette fois, sa stratégie change radicalement. Après avoir soutenu pendant des années qu'Anne s'était suicidée, ses avocats invoquent désormais la provocation, estimant qu'il aurait perdu le contrôle lors de leur dispute. Cette nouvelle ligne de défense est immédiatement dénoncée comme contradictoire avec sa version initiale des faits. Les juges relèvent eux-mêmes qu'aucun élément ne démontre une perte de contrôle et que cette thèse est incompatible avec le récit d'un suicide. L'appel est rejeté et, à ce jour, Renato Guelen purge toujours sa peine de réclusion à perpétuité. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Le moment le plus dangereux dans une relation est souvent celui où l'on décide de partir. Anne Colomins avait choisi de reconstruire sa vie. C'est précisément à ce moment-là qu'elle a été tuée. Elle montre aussi que la violence ne commence pas toujours par des coups. Le contrôle, la surveillance, la jalousie et les menaces sont déjà des formes de violence qu'il ne faut jamais banaliser. Enfin, malgré les mensonges de Renato Guelen, les preuves ont parlé.
Les constatations médico-légales, les blessures de défense d'Anne et les 296 messages échangés avec son compagnon français quelques minutes avant sa mort ont permis d'établir la vérité. En septembre 2021, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Anne Colomines avait 37 ans. On lui a volé son avenir, mais pas la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.